Jean-Marie Lespinasse nous a quittés le 3 mai 2025 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui plusieurs générations de producteurs, techniciens et ingénieurs inspirés par ses idées et les résultats de ses recherches. Son travail et son influence dans le milieu de l'arboriculture fruitière française et mondiale, comme son humanisme, sont unanimement reconnus. Il a fait bouger les curseurs pour passer d'une arboriculture ancienne à une arboriculture moderne, celle que nous pratiquons toujours aujourd'hui. Comme ingénieur d'études et chercheur à l'INRA de Bordeaux et créateur du groupe international MAFCOT, il a marqué son empreinte en restant toujours près de l'arbre, pour comprendre son fonctionnement et le dispenser généreusement à tous les acteurs sur le terrain. Heureux dans son jardin naturel, qui a suscité 4 éditions et très actif dans la création variétale au sein de la société Vernoge, il a voulu montrer et démontrer qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Une idée par jour, comme il aimait en dire. Voilà ce que fut sa maxime pour évoluer dans le monde des grands, au service de tous les producteurs, pour changer les choses. Un ami, un éveilleur d'idées, une personne exceptionnelle, un maître, un observateur, autant d'hommages venus du monde entier, qui nous obligent à ne pas oublier et modestement à continuer sur sa lancée. Michel Ramon-Guillem. Donc bonjour à tout le monde, donc là on est rassemblés maintenant près du verger après tout ce travail qu'on a fait pendant un an sur essayer de comprendre l'arbre sous le regard de Michel. Et du coup nous ça nous est venu parce que en tant que maraîcher on ne connaît rien en arbre et qu'on a envie de mettre des arbres dans le jardin et qu'on se rend bien compte que c'est un métier d'être arboriculteur. Et donc pour ce faire, on a eu la chance et l'opportunité que vous nous aidiez. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous parliez plus de comment vous êtes arrivé à développer toutes ces pratiques et toutes ces connaissances sur l'arbre. Du coup, Jean-Marie et Michel, qui êtes-vous quoi au fond? Qui êtes-vous et comment êtes arrivé-vous à l'arboriculture et à faire évoluer ça vers ces connaissances qu'on a acquises pendant un an là? Voilà, bon, moi je ne suis pas issu d'un milieu arboricole, mais plutôt d'un milieu viticole. Mon père avait une toute petite exploitation de 6 hectares de vignes dans la région des Graves, au sud de Bordeaux. Et je suis l'aîné de 4 garçons. Et après avoir passé mon BEPC, mon père m'a dit « Tu resteras sur l'exploitation parce que j'ai besoin de toi pour faire vivre tes frères. » Bon, alors bien, je suis resté, j'ai travaillé pendant 5 ans dans les vignes. J'ai participé par exemple au passage du cheval au tracteur et qui était évidemment à cette époque souvent remarqué dans la plupart des exploitations viticoles de la région. Bon, je suis par la suite, à 20 ans, parti en Algérie. J'ai passé 2 ans donc, dans ce pays et je suis rentré au mois de juillet 1962. Et dès le mois d'août, j'ai été embauché comme ouvrier agricole à l'INRA de Bordeaux. Bon, à cette époque, il y avait dans cette station 2 collections de pommiers, une qui datait de 1949 je pense, et puis l'autre qui était toute récente, parce que la station de Bordeaux avait pour charge de travailler sur le pommier tout à fait au début. Puis à la fin des années 50, ce travail est passé de Bordeaux à la station INRA d'Angers. Et il restait donc 2 collections et mes supérieurs m'ont proposé à ce moment-là de suivre et d'observer ces 2 collections de pommiers. Alors de cette observation, bon, va découler
toute une réflexion et des propositions techniques qui vont être expliquées par la suite. J'ai donc dans ma carrière eu plusieurs étapes. La première donc a été celle d'ouvrier agricole. C'est pas évident d'être ouvrier agricole dans un centre de recherche agronomique. Puis je suis passé technicien 5 ans plus tard, en 1967. En fait, je continuais et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, compte tenu des travaux réalisés, de progresser. Je suis passé assistant ingénieur, puis après j'ai été invité à passer un concours d'ingénieur d'études et je me suis fait étaler par les premières questions qui ont été faites, qui m'ont été posées sur la connaissance générale. Évidemment, ma connaissance n'était pas exceptionnelle. Par contre, un an plus tard, j'ai été interrogé plus particulièrement sur les résultats de mon travail. Et là, j'ai eu donc un résultat positif qui m'a permis donc de terminer ma carrière ingénieur d'études. Voilà. Alors concrètement, comment effectivement ça s'est passé, nous allons peut-être en parler, quoi. Qu'est-ce qui effectivement a été important dans cette évolution qui nous a amené à proposer aux arboriculteurs un mode de conduite assez performant. Oui, parce que enfin, moi je vois, je suis pas arboriculteur, mais ça fait longtemps que je suis dans le monde agricole, donc j'ai cueilli des pommes quand j'étais jeune, à 16-17 ans, et c'était que des énormes gobelets, tout taillés de tous les côtés, avec des gros troncs, il y avait beaucoup de blessures de sécateurs, enfin, c'était très interventionniste sur l'arbre, quoi, avec beaucoup, très chronophage en temps pour la taille et tout ça, quoi, difficile à cueillir parce qu'il fallait des échelles, des machins, et quand on voit les vergers, là, le verger qui est là, on voit des arbres plus petits, moins meurtris par la cisaille, certainement beaucoup moins chronophage et tout ça, quoi. Et donc j'ai le sentiment que vous avez beaucoup participé à faire évoluer cette vision d'arbre et à faire bouger les mentalités qui devaient quand même avoir un peu de mal à bouger aussi, je suppose, voilà, sur les habitudes, parce que la taille entre l'arbre de Louis XIV, là, je ne sais plus comment on appelle ça, un chandelier, et l'arbre que vous proposez, il y a quand même un décalage hallucinant, quoi. On va peut-être à ce moment-là voir les différentes étapes qui ont été observées dans cette évolution. Bon, la première, c'est qu'à partir de ces collections, moi, je me suis rendu compte que les types de fructification du pommier étaient très différents selon les variétés. Bon. Et je voyais assez mal comment on pouvait faire rentrer toutes ces variétés dans une même forme. Car l'homme veut dominer le végétal, veut dominer la plante, et donc le sécateur était particulièrement important, comme tu viens de le signaler. Donc ce qui a été très important pour moi, c'est de dire, ben, en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas regarder la plante, voir comment elle pousse, et dans le pommier, comment différentes variétés vont pousser différemment, de façon à leur proposer un canevas, une progression naturelle dans leur façon de croître et leur façon de fructifier. Donc ça a été la première réflexion en observant ces collections. Bon, la deuxième a été effectivement de savoir si on ne pouvait pas proposer aux arboriculteurs un mode de conduite beaucoup plus libre et être attentif à respecter le comportement de chacune de ces variétés cultivées aujourd'hui. Donc on m'a permis, vers 1967, de faire une étude très importante. Il n'y avait pas à ce moment-là d'ordinateur, d'une étude assez importante sur la façon dont les pommes pouvaient être bonnes ou mauvaises selon leur situation sur l'arbre. Et j'ai disposé sur 3 arbres 1250 étiquettes qui étaient paraffinées, parce que lorsque les pulvérisateurs passaient dans le verger, il fallait qu'elles tiennent le coup, et qu'une étiquette tombée était une observation perdue.
Et ce travail a permis de faire 60 000 observations, à la fois sur la qualité du fruit, sur sa position dans l'arbre, et puis sur la valeur du bois qu'il portait et la qualité des coursonnes auxquelles était attaché le fruit. Donc, ce travail nous a permis de nous rendre compte que les fleurs qui étaient souvent en position terminale étaient beaucoup plus intéressantes quant à leur productivité, leur retour à fruits et puis aussi leur possibilité de colorer et d'avoir assez de sucre. Une analyse avait été faite sur 250 d'entre elles en fonction de leur position et on s'était rendu compte que les fruits les plus sucrés se trouvaient évidemment en périphérie, mais aussi sur des coursonnes qui étaient bien différenciées, bien autonomes vis-à-vis du rameau qui les portait. D'où est partie à ce moment-là la réflexion d'une possibilité de faire du pommier en le laissant pousser librement, hein, et puis de voir ce qui allait se passer. Donc je suis parti un peu clandestinement, sans ordre de mission au départ, pour aller voir des techniciens qui ne demandaient pas mieux que de me rencontrer, parce qu'eux, ils avaient effectivement aussi l'intention de faire évoluer le verger, mais ne savaient pas trop comment faire. Donc on est parti de ces observations et nous avons réalisé un certain nombre d'expérimentations chez des arboriculteurs qui étaient assez ouverts à cette évolution et qui nous a permis de nous rendre compte qu'un pommier pouvait se développer sur un axe vertical et disposer de façon très hiérarchisée et très naturelle à la fois. Pouvait disposer donc d'un certain nombre de branches fruitières et il s'établissait sans qu'on ait de coups de sécateur à donner. Par contre, on pense que c'est quelque chose qui est toujours très, très important. Et on est passé donc d'une volonté de construire l'arbre au sécateur, de lui donner une forme, de le dominer, à une situation où on va plutôt l'éduquer. On va appeler ça la conduite de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va respecter sa façon de ramifier, mais par ailleurs, on va lui donner une conduction pyramidale qui correspond un peu à la façon de se constituer. À son port naturel en fait. Tout à fait. À son port naturel. Alors disons que on peut voir ça par année. Hein. Dans un premier temps, donc nous avons développé disons des vergers qui, à partir du point de greffe, les arbres se sont développés de façon très, très naturelle. Et on a eu malgré tout, dans les années 70 à 80, tendance à nous servir des sécateurs, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des variétés qui avaient des branches qui ployaient sous le poids du fruit et qui, sur l'arcure de la branche, avaient des réitérations qu'on appelle épitoniques. Ces réitérations étaient utilisées, c'est-à-dire qu'une fois que la branche avait produit, on retaillait sur ces réitérations. Donc on renforçait malgré tout l'arbre dans une situation plutôt vigoureuse par le fait de cette coupe. C'était une manière de le rajeunir du coup, ça. C'était une manière de le rajeunir. C'était dit une taille de renouvellement. Oui, c'est ça. Mais quand tu parles de rajeunir, en fait, le fruit qui se développe à fond et qui va avoir une qualité satisfaisante n'est jamais issu d'un rameau jeune. Ah oui. Le fait de rajeunir n'est pas intéressant pour obtenir une bonne production. L'important c'est de débobiner, j'aime bien ce mot, débobinage, c'est-à-dire de laisser une branche aller jusqu'au bout et jusqu'à la fructification,
de façon à ce que l'établissement de la mise à fruit se fasse régulièrement latéralement à cette branche. Après, il nous faudra simplement vérifier le fait qu'on n'ait pas trop de fruits selon la vigueur de cette branche. Voilà, alors dans un premier temps, donc, on a utilisé ces jeunes réitérations. Puis après, dans les années 80-90, on s'est rendu compte qu'il n'était pas intéressant donc d'utiliser ces gourmands, ces pousses jeunes, mais qu'on pouvait les supprimer, en particulier avec des variétés comme Golden Delicious, on pouvait les supprimer pour renforcer la croissance de cette branche qui a déjà fléchi. Alors on s'est orienté vers les branches fruitières qui étaient soit très simples, hein, soit des branches fruitières qui se terminaient par des ramifications de la forme de la main, c'est une technique, une pédagogie de Michel, qui donc nous a permis de renvoyer la vigueur des réitérations dans les parties fructifères et terminales de la branche. Donc ça c'est intéressant de voir que concrètement les choses se sont très bien passées, les productions par le fait que la vigueur était envoyée sur les points de fructification, la fructification donc était relativement importante et le renouvellement de l'année suivante était aussi également intéressant. Ce n'est que après, et on se rapproche là de la situation, de la période où on a fait cette équipe au niveau du MAFCOT, hein, de la maîtrise de la fructification, concept et technique. Ah oui, hein. quand même. Ouais. Voilà, je sais ce que ça veut dire. Mais non. Là ça a été la période où j'ai rencontré moi Pierre-Éric Glory, un ingénieur de Montpellier, qui était très intéressant pour arriver à expliquer les choses que nous on voyait mais que l'on ne comprenait pas toujours très bien quant à la répartition par exemple de la croissance sur les points de fructification. Et on a mis en route un système qui permettait d'avoir un équilibre entre le potentiel fruit et le potentiel vigueur, hein, de façon à ce que on n'ait pas de croissance trop forte, mais également qu'on n'ait pas de mise à fruit trop importante qui fait que le calibre serait réduit et l'entrée en production serait également réduite l'année suivante. Donc on a mis en place, et Michel en particulier a travaillé à ce sujet, ce qu'on a appelé l'extension, c'est-à-dire que compte tenu d'études que nous avions faites sur différentes variétés, on s'est rendu compte que pour qu'un pommier ait un bon équilibre entre sa fructification et sa croissance, il fallait que seulement 25% des bourgeons ne fonctionnent. Si on a trop de bourgeons, évidemment, on va avoir trop de fruits. Et puis on va avoir surtout un système d'alternance, c'est-à-dire qu'on va produire beaucoup une année et pas du tout très peu l'année suivante. Et du coup, très libre, du coup. Oui. Pas forcément. Alors, cette extension, donc, elle s'est faite sur des variétés donc, qui avaient trop de bourgeons. Par exemple, Golden Delicious a 50% de bourgeons qui fonctionnent. Or, avec 25, on aurait une régularité bien meilleure de la sortie des fleurs. Donc, on a proposé cette extension. On a fait même un appareil qu'on a appelé l'équilifruit, qui nous permettait de savoir, en fonction de la vigueur d'une branche, c'est-à-dire de son calibre à la base, le nombre de fruits qu'elle pouvait porter. Et là, ça a été une éducation pour les salariés qui travaillaient, parce que cet équilibre-fruit leur a donné donc l'intuition, on ne va pas chaque fois mesurer les branches, mais l'intuition de découvrir pour chacune des branches, grosso modo, le nombre de fruits et de consonnes qui pouvaient fonctionner. On appelait ça dans l'extension. Alors, ce travail
a été fait et proposé à un grand nombre de techniciens. Moi, personnellement, pendant 5 ans, compte tenu que j'étais appelé pas mal à l'extérieur et que ma patronne ne voulait pas trop que je sorte, j'ai pris un statut de profession libérale. Et pendant 15 à 20 jours, pendant ces 5 années, je répondais aux appels qui m'étaient proposés. Bon. Donc j'ai donc eu, et nous tous, chacun dans son coin, beaucoup de contacts, et nous avons pensé qu'avec Pierre-Éric Glory et Michel, nous avons pensé qu'il était bon de constituer un groupe qui techniquement pouvait faire le point périodiquement, pour essayer de mettre en commun, à partir de ce que je viens de dire au niveau de l'évolution technique, puis se mettre en commun, donc chacun de son côté, avec ses variétés, avec son climat, etc., puis se mettre en commun les résultats que nous avons, et de façon à ce qu'ensemble nous puissions progresser. Alors auparavant, je dois dire que ce travail, j'avais déjà ressenti toute l'importance du collectif, quoi. Et qu'il y a beaucoup de techniciens qui non seulement travaillaient sur pommier, mais ils travaillaient aussi sur poirier, sur pêcher, sur la prune dente et le pruneau, et puis sur la reine Claude, par exemple, à Moissac. Et alors, sans l'assentiment de nos patrons, nous avons créé des groupes par espèce. Et c'est comme ça qu'est sorti des propositions, que sont sorties des propositions intéressantes quant aux espèces prunes dentes. Le prunier dente maintenant se conduit assez souvent sur axe. Sur cerisier, le cerisier se conduit aussi sur axe avec une proposition de répartition de la ramification tout autour de cet axe qui va être fonction là aussi des espèces et des variétés. Et ça a été fait également, surtout dans cette région-là. Je me rappelle avoir suivi des vergers à Couture. Ça s'est réalisé sur noyer également, quoi. Où, le noyer, lorsque la branche, c'est intéressant de savoir, le noyer est hypotone. D'abord, il se renouvelle pas sur l'arcure, mais il se renouvelle dessous l'arcure, et il est hypotone. Et il a un bois très, très souple. Et alors, il suffit de plier la branche pour qu'elle reste. Et alors, elle se met à ce moment-là à fruit de façon assez remarquable. Voilà, alors disons que le MAFCOT, je ne sais pas, tu as des choses à ajouter quant à ce MAFCOT, a été donc un lieu où il y a eu un rassemblement technique, mais il y a aussi eu une communication assez intéressante avec des techniciens de différentes régions et de différentes espèces, quoi. Et ça c'est quelque chose dont on a parlé, ça a été même l'objet d'une thèse d'une entomologiste, Régine Parat, une Suissesse, qui effectivement a fait un travail pour nous démontrer que ce que nous avions fait de façon intuitive était, disons, comment dire, physiologiquement intéressant pour aussi les personnes qui bossaient dans cette situation. Ce qui est intéressant de souligner dans le groupe MAFCOT, c'est qu'il y avait des techniciens, enfin des gens, des personnes de différents horizons, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient travaillé dans du fondamental, notamment Jean-Marie avec Pierre-Éric Glory, etc. Il y a des gens qui ont travaillé dans de l'appliqué, dans les centres de recherche, puis ensuite il y avait des gens, des techniciens, des conseillers de terrain, quoi. Donc il y avait entre guillemets ces 3 collèges qui ont travaillé ensemble, et je pense que ça a été très prolifique à cause de ça. C'est le fait qu'on avait un regard de l'arbre avec différentes manières de le voir. De haut en bas et de bas oui, en puis surtout le dominer. Et de le mettre d'avoir la capacité de le mettre en commun. Ce que je crois remarquer, c'est qu'on est quand même tous face à des passionnés qui ont envie de faire évoluer les pratiques. Voilà. Dans le groupe que vous étiez. Voilà. Mais ça, voilà, alors ça c'est très important, quoi. C'est évident. C'est pas facile à faire, mais quand un groupe se constitue, on sent de suite ceux qui ont l'intuition
Et les femmes sont parfois, à mon avis, peut-être plus pertinentes que les hommes quant à la façon d'appréhender les mécanismes de fructification. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu la parité dans le groupe. On n'a jamais eu la parité dans le groupe. Du coup, il était plutôt masculin. Oui, plutôt. Oui, on est dans le monde agricole, malheureusement. L'autre aspect aussi qui nous différencie, je pense, de différentes recherches dans d'autres pays, c'est le fait que la sélection, un peu partout dans le monde, se fait au niveau du fruit. C'est-à-dire la qualité du fruit, évidemment, et c'est important. Hein. Mais notre proposition, c'est de dire, elle se fait effectivement et évidemment sur le fruit, mais elle se fait également sur l'arbre qui porte ce fruit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une, et on va le voir assez rapidement avec les derniers hybrides, on va avoir une relation très forte entre la production, la quantité de production, la qualité du fruit et l'arbre et comment l'arbre, par sa structure, va être au service de ce fruit. C'est-à-dire que quand un arbre est végétatif, cet arbre végétatif, il est donc souvent plutôt sylvestre, parce qu'il est érigé. Oui. L'œil terminal végétatif est le patron. C'est un peu dictatorial. C'est-à-dire que les bourgeons qui sont en dessous sont inhibés parce qu'il y a un chef en haut. Bon. Quand on s'oriente vers des variétés que nous sélectionnons aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va dans le sens d'une certaine démocratie. Alors évidemment, c'est souvent un peu le bordel, quoi. Hein. Mais concrètement, on voit qu'on part d'une situation où la végétation est prioritaire et la fructification secondaire, même s'il faut faire des graines pour que l'espèce se perdure. On passe de cette situation-là à une situation où la croissance va être au service du fruit. D'accord ? Et à ce moment-là, tu comprends assez bien, et nous comprenons tous ensemble, et que le sécateur n'est pas forcément une bonne chose. Le sécateur va être une bonne chose pour éclairer, pour élaguer, parce qu'il y a trop de rameaux, pour éclairer le centre de l'arbre, etc. Pour remonter, on dit souvent, remonter les bretelles dans la mesure où les branches sont trop pendantes et trop productives. Mais le sécateur ne va pas être à l'origine du comportement de l'arbre. Donc, on s'aperçoit, on fait un arbre pour faire des fruits de qualité. Je crois que c'est quelque chose à laquelle tu tiens pas mal, particulièrement. Tout à fait. Oui, c'est vachement intéressant ça, d'imaginer qu'en fait on amène l'arbre à être au service du fruit, quoi. Voilà. Alors concrètement, il faut savoir que parallèlement, et ça a été pour moi très important, j'ai été appelé par la station INRA d'Angers de les aider à faire de la création variétale, c'est-à-dire des croisements de façon à obtenir des variétés nouvelles. Alors au départ c'était résistance à la tavelure avec évidemment qualité du fruit, etc. Et puis très vite, compte tenu de ce qu'on vient de dire, on va se dire mais on va essayer d'avoir des hybrides dont la croissance de l'arbre et le dispositif de l'arbre va se mettre au service de la fructification. Oui. Donc on s'est rendu compte de deux choses importantes. La première, c'est que les pores retombants, type Granny Smith, ou les pores retombants, d'abord Granny Smith, quand on l'a cultivée au départ, on l'a taillée très peu et elle n'était même pas éclaircie, donc elle était porteuse de caractères qui naturellement s'orientaient vers la fructification. Donc on a effectivement donc, eu tendance dans cette création variétale à aller dans le sens d'arbres qui sont au service de la fructification. L'autre aspect intéressant va être la découverte de deux caractéristiques pour nous importantes. C'est le fait dans les années 87-88 de trouver des couloirs dans l'organisation variétale, dans la distribution variétale, des couloirs qui nous amènent un caractère. C'est un couloir qui vient d'une variété qui s'appelle Ida Red, et un autre couloir qui vient d'une variété qui s'appelle Granny Smith.
Et alors, ces deux couloirs nous ont emmenés dans leur descendance, en les croisant avec des variétés de bonne qualité, nous ont amenés à découvrir un caractère tout à fait étonnant. C'est le fait que certaines variétés, ou certains hybrides, avant de devenir variétés, ne portaient qu'un seul fruit par inflorescence. Or, au niveau de l'équilibre, du retour à fruits, etc., de la qualité du fruit, du calibre du fruit, c'est très important d'en avoir qu'un seul fruit par inflorescence. Nous venons de le voir avec Chantecler. Oui. Donc, ce caractère naturel faisait que nous pouvions éviter l'éclaircissage chimique ou l'éclaircissage manuel, qui est très long, de façon à avoir directement et très tôt une priorité sur la fleur centrale, la king flower, hein, qui effectivement va avoir, et on est en train certains scientifiques sont en train de le prouver, qui effectivement vont nous donner la possibilité de constater que cette fleur centrale, elle va pousser les autres. Et au niveau des faisceaux ligneux qui effectivement l'alimentent, on s'aperçoit qu'elle va avoir une priorité sur les autres de façon à ce que les autres, elles en meurent, elles tombent. Oui. Voilà. Alors ça c'est aussi une caractéristique. Vous voyez combien il y a un lien entre la conduite et la création variétale, quoi. Et on pousse encore plus loin le geste de la conduite, là, avec voilà, la création variétale. La conduite nous aide et nous invite, et vous verrez après, mais je pense que vous auriez intérêt, si vous avez la possibilité, vous auriez intérêt à avoir un petit programme de création variétale qui correspondrait aux variétés et à ce que vous désirez dans votre région. Bon, et le dernier point qui est important, et là je pense que je réponds aux 3 questions. Oui, le dernier point qui paraît important, c'est que il se trouve que découvrant ce type de fructification à pores tombants et ayant dans 3 séries une disjonction, c'est-à-dire une différence entre des pores érigés et des pores tombants, et on m'a permis, parce qu'on ne me permettait pas tout dans ma station, mais d'arracher ces 3 séries, c'est-à-dire à peu près 300 arbres, à la pelle Poquelin, de façon à voir s'il y avait une relation entre la façon de ramifier et de fructifier et la façon dont les racines se développaient. Hein. Bon, et il se trouve qu'effectivement ça a marché. Bon, vous l'avez peut-être vu au niveau de schémas qui ont été faits dans les dernières propositions et expositions, mais il se trouve que les arbres qui sont dominants sur un axe plus sylvestre ont un pivot, ou pas de pivot, mais de grosses racines si elles ont été coupées en marcotière, mais ont un pivot. Donc il y a une similitude entre le type de racine et le type de croissance végétative. Par contre, les pores où la fleur devient très rapidement, va arrêter ce patron-là, oui. ce dictateur-là qui est au bout, et provoquer donc plutôt une ramification retombante, eh bien on va avoir dans la partie basse des racines qui peuvent provoquer une certaine croissance, mais très fasciculée, un peu comme la salade, des petites racines, mais beaucoup de petites racines. Et on pense, d'après les premiers résultats, mais qui n'ont pas été repris par la suite parce que peu de personnes étaient intéressées par ça, on pense à ce moment-là que en découvrant et en créant, en sélectionnant des variétés à pores retombants, on sélectionne en même temps un type de racine qui va peut-être être très intéressant. Ça veut dire, alors j'ai fait un essai avec des variétés donc à un fruit par inflorescence à pores tombants, in vitro, marcotte et bouture. En pommier, la bouture c'est pas facile à faire, hein. Mais si vous voulez, in vitro, c'est plus juvénile. Oui. C'est plus juvénile, c'est-à-dire que ça va faire des éperons. Marcotte, c'est à mi-distance,
quand on a un débobinage qu'on appelle ontogénique, en fait, on va du sauvage, de la racine, les éperons, des fleurs, et des fleurs avec des fruits. Quand on essaie de situer la marcotte, elle est à mi-chemin, elle est en dehors de la zone juvénile, donc on peut déjà produire du fruit. Et la bouture, c'est des racines sous la pomme, d'accord? Donc l'idéal, ce serait... Voilà, donc on a fait un essai et on a réussi à avoir avec plusieurs de ces hybrides une fructification en 3e feuille qui pouvait correspondre à 80 à 100 pommes par arbre. Bon. Sans qu'il y ait greffage. Ça veut dire, et là si j'en parle trop, je vais aller en prison, mais ça veut dire que tout agriculteur peut, en faisant des marcottes, Oui. Faire sa propre production, ou certains agriculteurs peuvent la faire pour un groupe. Hein, ça veut dire qu'on peut avoir un matériel relativement bon marché et essayer des types de production qui peuvent effectivement correspondre à des personnes qui font à la fois des légumes et des fruits, qui donc permettra d'avoir un type d'arbre qui ne va pas coûter cher, qu'on pourra faire marcoter, etc., mettre dans différentes positions dans les parcelles. À midi, nous parlions de l'importance du chou, hein, du fait que le chou soit à l'ombre, par exemple, les après-midi. Comment s'arranger pour qu'il reçoive la lumière le matin, etc. Ben, ça peut être aussi la possibilité d'envisager un verger type poireau. On coupe qu'une partie, on fait des fruits de l'autre, etc. On peut avoir, disons, mais là, ça va interpeller des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont de votre génération, puis peut-être les autres, parce que, à mon avis, il y a incontestablement la place pour avoir une évolution au niveau de la culture de ces plantes, une évolution qui est tout à fait en dehors et peut-être plus facile et plus directe quant à la conduite et à la production que des vergers qui sont techniquement quand même pas... Vous avez vu les vergers des gens, c'est des vergers qui demandent une technicité importante et aussi une présence. Oui. Mais du coup, là, pour ces arbres marcotés, il faut avoir une génétique de l'arbre en amont qui était anticipée, si je comprends bien. Oui. Dire que on a anticipé la forme racinaire dans la sélection de l'arbre. Voilà. Voilà. Exactement. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, tu veux dire par là que vis-à-vis des caractères qui vont permettre la sélection dans une descendance d'hybrides que tu as fait, parmi ces caractères, la qualité des fruits, etc., le type de ramification, l'extension, etc., mais tu vas avoir également, incontestablement, à mettre dans l'escarcelle, dans disons, la programmation des observations, la racine. C'est-à-dire, est-ce que ma racine, alors dans la mesure où tu vas avoir un type vraiment tout à fait, ce qu'on appelle les CED, type fructification, rapport retombant, etc., avec une forte extension, à mon avis, bon, c'est pas quelque chose qui est vraiment très net, quoi, hein, mais à mon avis, il va y avoir un pourcentage important de plants fruitiers qui pourront se cultiver non greffés sur propre racine. Bon voilà, alors je dis oui, il faut faire attention parce que effectivement, si tu parles de ça à des pépiniéristes aujourd'hui, ils vont sauter au plafond parce que ça redonne, et là on touche un aspect plus politique, ça redonne aux paysans la propriété et la multiplication de son propre matériel. Oui, et puis ça... Alors pensez à ça.
Oui, et puis en plus, moi, ce que je vois au niveau paysan, c'est que ça lui donne aussi un espace créatif dans lequel il peut imprégner sa volonté, en fait. Ouais. Qu'est-ce que je veux produire, comment je veux le produire, à quel endroit, quelle qualité, tout ça, quoi. Donc ça redonne de la souveraineté au métier de paysan, en fait. On n'est pas que producteur, en fait. On est aussi créateur de notre lieu, quoi. Dans ta vie, c'est toujours, à mon avis, je suis le plus vieux, important d'avoir quelque chose qui te gratte toujours, là. Tu te dis, mais ce que je fais c'est bien, mais je pourrais peut-être faire mieux, quoi. Et quand tu commences à avoir disons, des indices qui fait que ça pourrait peut-être marcher, c'est un moteur. Bon, l'argent, évidemment, c'est important, mais enfin, c'est important aussi d'avoir un moteur qui te voilà. L'argent, c'est... Et alors, et je finis là-dessus, c'est que si vous voulez, à mon avis, faire des croisements comme ça, c'est exceptionnel, mais on n'a pas du tout perçu l'importance du patrimoine génétique de l'espèce, quoi. Et je crois que c'est vrai pour d'autres espèces. C'est-à-dire que là, on a découvert, on a vu le fruit, alors, le type 4 retombant, le fruit, la racine, on a découvert là des choses qui peuvent permettre d'envisager un verger qui, à mon avis, pourrait être assez souple justement pour correspondre à l'évolution climatique, quoi. Parce que, si tu veux, je pense, enfin moi je le vois au niveau de mon jardin, mais je pense que quand on va avoir des problèmes d'approvisionnement en eau, par exemple, des problèmes d'engrais, de façon de faire pousser, avoir une fertilisation localisée. Tu portes l'eau là, mais là, il pensait aux 3 sœurs dans les Andes, hein. Oui. Le maïs, le haricot qui monte et puis la courgette qui est en bas. Comme par hasard, hein, c'est au niveau capteur solaire, c'est remarquable. Bon, mais actuellement en Afrique, vous avez en jardin aussi en grande culture, le zaï. Le zaï, c'est, nous on est plutôt comme ça, sur un ado. Le zaï, c'est ça, plutôt. C'est-à-dire que ce sont des trous qui sont en quinconce, en fonction de la pente, avec un revers pour recueillir l'eau. Alors, au lieu d'avoir 10 000 mètres carrés d'arrosé, avec la même eau, tu n'en arroses que 300, oui. mais ça va permettre de passer le cap de la pénurie en eau, quoi, tu vois. Voilà. Alors, il y a des alors bon, si vous voulez, moi j'ai vécu toujours comme ça. Je cherche toujours le truc qui me stimule, quoi. Oui, voilà. Un peu comme ça aussi. Bon. Voilà. Que pensez-vous de l'idée d'appliquer ce savoir-faire, développé au départ dans le cadre de l'industrialisation de l'agriculture, dans des modèles biologiques de petite surface? Oui, voilà, mais j'ai commencé à y répondre. Voilà. Si tu veux, ça interpelle, évidemment, ça nous interpelle à nous. Il dit, bon, voilà ce qu'on apporte, mais ce qui est important, et peut-être le plus important, c'est eux. Quelles questions se posent par rapport, et je pense au réchauffement climatique, bon, vous en souffrez peut-être un peu moins près des Pyrénées ou autres, mais au Bordeaux, il n'est pas si mal encore, mais quand tu vas dans le sud-est ou tu vas dans les PO, tu t'aperçois effectivement que les choses ne se passent pas forcément très bien. Tu vois, moi j'ai dit ça parce que j'ai une expérience depuis plus de 20 ans de jardin visité, bon, sans chimie, et de plus en plus, si tu veux, je concentre eau et fertilité. Mon jardin, il fait 43 mètres carrés. Cultivé, tu vois. Alors que en fait, il est sur 30 par 30, 300 mètres carrés. 900 mètres carrés. 900 mètres carrés. Tu comprends? Bon, ça veut dire que je me trouve dans une structure où l'éclairement, ce sont des globes en fait. L'éclairement est très favorisé. Quand tu es en permanence, tu as une ombre portée, en permanence sur un rang. Tu as des ombres portées, tu éclaires un côté et pas forcément l'autre. La photosynthèse marche jusqu'à midi. Hein. Bon, après l'après-midi, tu as les stress, l'hygrométrie descend.
Et tu as des stress hydriques qui fait que la photosynthèse ne marche pas forcément. Si tu te trouves en boule comme ça, éclairé, à l'intérieur, tu as la possibilité d'une densification plus importante. Ouais. Bon, alors, je suis dit, quand on produit, on cherche à produire malgré tout maximum à l'hectare, parce qu'il faut quand même produire pour faire des sous. Et c'est vrai que le fait de concentrer de cette façon-là, il faut réfléchir hein, au modèle. Mais je pense qu'il va falloir réfléchir à deux niveaux. Le premier, c'est ça. Je pense que si on manque d'eau, ce ne sera pas votre cas sans doute de suite, mais si on manque d'eau, il faut concentrer la productivité et la culture sur plutôt que d'arroser tout essayer d'amener, disons, ce qui peut permettre au sol d'être vivant et ce qui peut permettre au sol d'être arrosé sur des surfaces moindres. C'est-à-dire où tu vas disposer là à quelque chose de très productif sur quelque chose de très fertile. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi, qui me paraît aussi important, c'est que les gros vergers aujourd'hui vont vers une mécanisation totale qui font qu'on aplatit l'arbre, on va faire jusqu'à des murs fouettiers. Et bon, moi j'ai vu des choses en Israël, je l'ai vu aussi, je suis allé une dizaine de fois au Maroc, toujours j'étais demandé par des sociétés, des choses comme ça. Bon, tu connais mieux que moi là. Mais j'ai été appelé, chose que peut-être tu as moins vu, c'est vers des productions très de jardin, quoi. Sur Marrakech ou autre. Si tu veux, dans les deux visions, c'était au Negev en Israël, c'est-à-dire dans le désert, on fait pousser des pêchers. Dans le désert. C'est-à-dire que tu as l'arbre qui est là, mais là, c'est le sable. Il n'y a plus rien. Y a pas d'eau. Bon, et je me suis aperçu, enfin, c'est aussi avec des variétés comme l'Orca, que j'ai eu en collection, dans les premières collections, dans des variétés comme l'Orca, ce sont des variétés qui font la boule, qui font un buisson, tu vois. Sur la séga qui est dessous, l'eau est dessous, passe dessous, tu vois. Bon, si vous voulez, avec la sécheresse, le gros problème, ça va être l'hygrométrie favorable à l'ouverture des stomates. Hein, et qu'on va incontestablement s'orienter vers, à mon avis, va s'orienter vers des formes globuleuses, type 4, port tombant, etc., que sur des formes, je dis, des rôtissoirs. Oui, maintenant, rôtissoir avec ce climat. Quoi. Voilà, avec ce climat, quoi. Alors, les pêchers que j'ai vus dans le Negev à ce moment-là, ils avaient, en fait, c'est les pêchers qui faisaient la boule. Alors évidemment, les pêches n'étaient pas très colorées, mais elles étaient bonnes. C'est-à-dire que, en fait, la boule permet de baisser la température de 2-3 degrés. Ils avaient un asperceur dessous, bon, et qui peut marcher de façon intermittente, mais qui permet à la photosynthèse de marcher non seulement le matin il y a de l'humidité, y compris dans le Sahara, hein, bon, mais de prolonger la fonction chlorophyllienne jusqu'à la fin d'après-midi, quoi. Et là, j'ai moi travaillé avec Alain Carbonneau là, qui bossait sur la vigne. Avec des appareils qui permettaient de calculer l'intensité de la photosynthèse avec certaines positions de feuilles, quoi, hein. Bon, par exemple, on a découvert que l'éclairement du mois de juin, déjà, favorise énormément la qualité du fruit et la coloration. Puis quand tu arrives au mois d'août, c'est pas du tout évident. Bon, les relations sont pas bonnes. On a observé par exemple qu'une feuille qui est éclairée de façon permanente, hein, on va avoir des encombrements. L'amidon va, comment dire, quand on a trop de voitures sur nos routes, comment on appelle ça ? Oui, voilà, des bouchons. Hein, voilà. Et par contre, une feuille qui est éclairée de façon non permanente, disons intermittente,
on va avoir au contraire une fonction chlorophyllienne qui va être beaucoup plus efficace sur la formation des sucres, enfin de l'amidon et des sucres, quoi. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir que le fait de s'orienter vers des formes globuleuses n'est pas forcément idiot, alors qu'on s'en est complètement écarté. Ça veut dire que vous pouvez avoir donc des unités comme ça de production réparties selon vos légumes ou autres qui pourraient bien fonctionner. Je ne sais pas moi, alors ça c'est le secteur. Oui, c'est la singularité de chaque lieu et en fonction des climats dans lesquels on est aussi, voilà. Je pense, tout ça qu'il faut adapter. Dire que l'urgence pour certains. Il y a des endroits qui sont très exposés à la lumière et compagnie, donc on aura tendance à aller vers du globuleux, et des endroits où au contraire il y a de l'hydrométrie, plus pluvieux comme chez moi, on va peut-être faire circuler l'air. Il faut voir une chose également, qui dit globuleux ne veut pas forcément dire un arbre monstrueux. Oui, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Alors, justement, c'est très intéressant. C'est que ce que l'on découvre avec ses propres racines, SPR, c'est que en fait, on fait ces vergers qu'on voit, ils sont productifs parce qu'ils ont un porte-greffe faible. Si tu as un dispositif où la croissance va sur les fruits, tu peux avoir un porte-greffe vigoureux. Tu comprends? Tu comprends? Oui. Et on va s'orienter, ah ouais, ça je ne l'ai pas dit encore, on va s'orienter donc vers une conception où ce n'est pas la faiblesse qui va amener la production précoce et la production importante, mais c'est une vigueur plus importante qui va, grâce au dispositif fructifère qu'on a dessus, va pouvoir être malgré tout aussi, disons, au service de cette fructification et présenter les mêmes résultats. Tu comprends? J'ai fait 100 pommes en 3e feuille. Oui. Tu comprends? Ces 100 pommes ne sont pas produites parce qu'il y a un porte-greffe faible, parce que l'arbre est faible. Ces 100 pommes sont produites parce que mon arbre vigoureux s'est mis à la disposition de la fructification. Ah oui, je vois. On en revient à cette idée qu'en fait c'est l'arbre qui se met au service de la fructification. Quoi. Tout à fait. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Et c'est pas forcément parce qu'on contraint l'arbre par un tissu racinaire faible qu'on l'oblige à pas mettre beaucoup de fruits ou qu'on le taille. Quoi. Voilà, c'est une autre vision des choses. Et alors, un porte-greffe faible, ça a un enracinement relativement traçant ou relativement élevé, quoi. Un enracinement comme nous proposons, elle peut aller chercher l'eau beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Tu comprends? Donc, parce que si tu veux, même si tu as une irrigation impeccable qui est faite maintenant, je sais pas, on parle d'organisation par informatique et d'arroser cette parcelle plus là que là, avec les capteurs, etc. Et bon, c'est vraiment très bien. Mais tu peux avoir aussi des journées canicules avec un stress important. Et là, la racine superficielle morfera plus que, incontestablement, le plant qui ira chercher la faute profondément dans ton sol. Et si cette vigueur, tu sais, tu lui fais faire des pommes, je dis, c'est peut-être pas si mal. Mais du coup, par rapport au fait que si je mets des légumes près de ces arbres-là, qui vont profondément, je peux travailler sur la racine pour pas que la racine aille me bouffer l'énergie. Un système qui te permette de ne pas avoir des racines soit pivotantes, soit latérales, mais de gros calibre, qui n'aillent pas dans ta planche de légumes. Sinon, on le voit, sinon il n'y a pas de légumes qui poussent quand on fait ça. On peut avoir un système racinaire très chevelu, mais qui puisse aller beaucoup plus profondément, avec des variétés, avec des porte-greffes un peu plus vigoureux. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est de tomber sur des porte-greffes qui vont aller dans ta planche de légumes. Oui, je vois comme un mirobolant par exemple, qui bouffe tout, parce qu'il n'a que des racines qui sont en surface et qui vont... Et puis ça n'est pas le type de sol que tu as, quoi. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Raymond Bouisset, Raymond, il roule les airs un peu, tu vois, il est à l'Isaac là-bas, c'est une boucle des Tarn. Oui, je vois bien où c'est. Il m'a dit, Jean-Marie, alors toujours souvent, il me parlait mon prénom et il me vous voyez. Jean-Marie, ici, nous sommes sur 7 mètres de limon. Oui, c'est pas mal ça. Bon, alors, il dit, tu passes demi-heure après un orage,
avec les espaces gris, tu colles pas, ça passe. Et alors, c'était en 69, il avait des golden sur franc. C'est là que j'ai vu les premières galas. Elles étaient jaunes avec quelques stries, tu vois. Oui. Ouais. Et il avait ramené ça de Nouvelle-Zélande. Et il avait des axes, il avait greffé des francs, comme ça, mais pas beaucoup, sur un rang, là, parce qu'il essayait un tas de choses, cet homme. Alors il était assez fier, mais je l'aimais beaucoup parce qu'il essayait un tas de trucs, tu vois. Bon. Et puis il aimait en parler, quoi. Alors des agriculteurs comme ça, c'est vachement intéressant, quoi. Et alors, je lui ai dit, bon, vous pouvez me laisser 2 ou 3 arbres, là, on va les laisser comme ça, parce que lui, voulait les tailler pour lui former. C'était la Mackenzie à ce moment-là, tu te rappelles? Et disons que, il les a laissés. À ce moment-là, il me fallait 2h30 depuis Bordeaux pour aller à Montsac, parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Et puis on avait des 2 chevaux fourgonnettes. Bon, bon alors, ma foi, on fait ça. Et je ne suis pas revenu. Et puis j'y reviens, donc avant la production, je vais voir un peu ce que ça a donné. Et alors, dans cette situation excessivement poussante, les pommes à la position latérale d'un an, c'est pas très bon, hein, c'est très en concurrence avec la végétation, mais c'était couvert de pommes en haut, et l'axe il était comme ça, et en bas j'avais des gourmands énormes. C'est parti. Je m'en vais, je dis merde, ça marche pas. J'arrive à Malose, tu vois, entre Agen et puis. Je dis mais que t'es con, t'as pas compris. C'est qu'effectivement, le fait de ne pas toucher l'axe, la fructification a tout bloqué et renvoyé la vigueur en bas. Donc tu vois, alors je fais souvent comme ça dans les vergers, hein, mais il y a toujours une relation de ce type, quoi. Hein, et si tu coupes en gros, tout le bas va mourir, enfin ne sera pas à fruit, et puis le haut va devenir énorme, et c'est là qu'il va y avoir des gourmands, il faut ce qu'on risque d'avoir parfois avec le merfretier. C'est un risque. C'est un risque. Et oui. On voit bien là que c'est un long travail d'observation pour arriver en fait à comprendre cette intimité de l'arbre. Oui, parce que là on parle de l'intime de l'arbre en fait. Ah, oui. Au lieu d'être dans quelque chose où je veux donner une forme à un arbre, je lui impose ce que j'ai projeté qu'il était. Ouais. À un moment donné, je regarde qui il est. Et comme tu dis, c'est l'arbre qui nous parle en fait. C'est l'arbre qui nous parle, mais pour ça il faut être capable de l'observer et ça s'assied sur une expérience d'observation. Il faut arriver à savoir lire un arbre, l'observer. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un zoom au niveau de tes yeux. Voilà. Beaucoup de gens, ils voient l'arbre, tu vois, comme ils voient une entité, quoi. Mais ils ne sont pas capables de décrire et de décomposer cet arbre, tu vois. Oui. On appelle ça un peu la lecture. La lecture, tu sais, moi j'ai rencontré des gens qui ne sont pas forcément là, à Montpellier, qui ne sont pas forcément sur l'arbre fruitier, mais sur des châtaigniers comme ça, qui ont réussi à revenir en arrière uniquement en lisant sur le rameau, à mesure où c'est pas taillé, hein, en lisant sur le rameau, d'année en année, ils sont capables de revenir, c'est-à-dire en 1925, bon, incroyable. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Un nom facile, m'a fait un gars costaud, là, je me rappelle. Tu vois ça, je vois pas de qui tu vas parler. Tu commences, ce que tu dis est important. On ne globalise plus. À ce moment-là, une fois que tu vois la façon dont l'arbre est organisé, hein, la façon dont tu fais ça, hein, la façon dont ces branches fruitières ont évolué au niveau de la mise à fruit, tu vas effectivement tout à fait comprendre que tu as de grosses branches à enlever en bas parce que effectivement il est comme ça. Ou au contraire, tu auras peut-être même la nécessité de laisser 2-3 branches en haut un peu vigoureuses pour le remonter, quoi. Voilà. Voilà, tout ça c'est une habitude. Hein.
Oui, puis c'est plus qu'une habitude, c'est une observation précise, c'est une étude de l'arbre. C'est ce que tu nous expliquais qu'à un moment donné, vous aviez fait un peu table rase, et tu disais, que tu lui avais dit, on n'a rien compris à la physiologie, on va la reprendre dès le départ. Je sais plus ce que Avant de reconstruire un concept au niveau de la physiologie, c'est vrai que bon, on a démoli beaucoup de soi-disant de certitudes, quoi, hein. On a démoli pendant des années. On se rend compte et on s'est vite rendu compte sur le terrain qu'il y a des gens qui ont taillé, sans savoir ce qu'ils faisaient à la limite, sans savoir le fonctionnement d'un arbre, quoi. Et c'est vrai que dès lors que l'on a établi quand même dans notre tête, et plus que dans notre tête, sur le terrain, au niveau de l'arbre, que l'on a établi un processus de fonctionnement, on s'est rendu compte quand même que les choses se passaient beaucoup mieux. Ce qu'il faut dire également, c'est que tous ces principes qui ont été utilisés aujourd'hui, je dirais, dans plusieurs pays dans le monde, sur les 5 continents, et c'est vrai que quand même on se retrouve face à des principes qui sont reproductibles, qui sont facilement utilisables et qui sont compréhensibles même par des gens qui n'ont pas de grande formation, et on le voit au niveau des ouvriers au champ. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont d'une compétence sensationnelle, sensationnelle, qui comprennent autant que nous et mieux que nous. Oui, ils savent par cœur. Je suis tout à fait en accord avec ça, et surtout en sortant dans des tours au Maroc, par exemple, je me suis trouvé devant un ouvrier. Il était muet. Il entendait. Il avait des yeux, les yeux luisants. Oui, il était content. Je racontais, bon, souvent on me faisait intervenir, bon, qu'est-ce que vous pensez du verger? Bon, alors tu regardes, en Nouvelle-Zélande, tout le matin, je suis resté donc 3 semaines, j'ai bossé, sauf un jour, tous les jours, y compris le dimanche, samedi et dimanche. Ouais. Ils m'ont sucé jusqu'à la corde. Bon, mais le matin, tu regardais, et l'après-midi, les gens passaient et tu disais ce que tu avais. Bon, moi, au Maroc, je me rappelle, c'était au-dessus d'Imouzert, par là, tu vois. Ouais. Mais là, tu te trouves devant un ouvrier, il était muet. J'explique, moi, mon truc. Ce mec-là, il était aux anges. Il a fait comprendre par un autre que pendant 20 ans, on l'a traité de con, tu vois, mais que c'était lui finalement. Moi j'ai mis 40 ans à comprendre, mais lui, depuis qu'il est dans son verger, il avait compris, quoi. C'est pour aller dans le sens de ça. Et une autre fois, c'était à Marrakech, moi avec l'orca. L'orca, justement, c'est cette variété qui fait la boule. Je l'avais, moi, en collection, je ne sais pas pourquoi, tout à fait au début à l'INRA. Et je vois un type, bon, c'est pas forcément sapé, qui s'occupait des vergers. L'autre, le patron, hein, le chef d'équipe. Je dis, ce gars-là, je lui dis, voilà, moi à ta place, avec des ségas, des lots qui coulaient sur des trucs. Moi, je dis, à ta place, il ne faut surtout pas monter, il faut plutôt faire la boule. Alors, tu t'arranges pour que tes branches ne soient pas ni en face, ni l'une sur l'autre. Bon, c'est pour qu'il n'y ait pas de strangulation du tronc, quoi. Voilà, et j'y passe pas l'année suivante, parce que j'y suis allé 10 ou 11 fois. J'y passe 2 ans après. Alors, c'est pas le verger industriel, ça. Et ça, c'est le petit verger que des gens avaient. Bon, je me trouve devant un verger, la répartition des branches comme ça. Écoutez, je suis peut-être émotif, mais j'ai pleuré. Ouais. Et le mec, je l'ai pris par le cou. Alors, évidemment, je suis avec l'équipe, il n'était pas... Et il me dit, tu viens boire le kawa, un peu de café. On est allé dans la meshta, dans le truc qui était rebattu, etc. Mais je suis allé prendre le café avec lui, quoi. Et tu vois, ça, des trucs comme ça... C'est indélébile. Ah oui, c'est incroyable. Ça marque. Ça, ces soirées, là, en Afrique, où tu as le soleil, tu sais, le coucher du soleil, c'est tout rouge, là. Moi, j'ai un souvenir de ça extraordinaire. On passait tard dans l'après-midi, là. Ouais, ben oui, ça c'est sûr que... et puis alors ça te conforte aussi, tu te dis merde, moi je suis pas comme ça, comme ces gens-là qui ont été évidemment poussés à travailler et sur le végétal, mais j'ai donc eu la chance de comprendre un peu mieux sur le plan physiologique ce qui se passait. Et voilà que ces gens-là
ont eux aussi tout compris en étant proche de la plante. Quoi. De l'arbre, Ouais. C'est là que moi je dis toujours, il y a, Oui, parce que- il y a une relation très forte entre le végétal et l'homme. Quoi. Oui. Et c'est une chance que, que les paysans ont. Et j'espère qu'il faut quand même gagner assez d'argent pour pouvoir vivre. Mais le fait d'être en communication avec les plantes, je pense que ça te donne des leçons, ça t'aide. Quoi. Et C'est sûr, hein. Ça, moi, ça fait plus que t'aider, ça te sauve quoi des fois. Ça te sauve de la détresse des fois, d'être Oui, avec le oui. végétal. Ah oui, tout à Ça fait. mène une forme de paix en soi quoi. Ah oui. Ah Ça, ben c'est moi, sûr, quoi. Si je ne sors pas pendant demi-journée, je ne suis pas bien, je perds l'appétit. Du coup là tout. Non, ce qui est important, c'est que les gens comprennent que ce soit un producteur, que ce soit un scolaire, que ce soit un enseignant, que ce soit un ingénieur, un technicien dans une structure, que ce soit... C'est vrai qu'à un certain moment, un arbre, c'est quand même pas forcément, je crois, si compliqué que ça. Ce qui rend compliqué les choses, c'est souvent les structures et puis le commerce. Mais que techniquement, il y a des grands principes et que ce qu'on a essayé de désosser pendant quelques années et de divulguer, de proposer, d'une part. Et non seulement de le proposer, mais bon, du fait de la demande, eh bien, ça a été fait sur des milliers d'hectares. Eh bien, on s'aperçoit que les gens se trouvent beaucoup mieux, beaucoup plus armés, si tu veux, pour comprendre un tout petit peu le travail qu'il y a à faire sur un arbre. Et c'est comme ça aussi que, quoi qu'on le dise, on le dit, mais c'est vrai aussi qu'on a pu diminuer les temps de travaux. Parce qu'on dit tous il faut diminuer le temps de travaux, parce que la main-d'œuvre coûte cher, on n'a plus de main-d'œuvre spécialisée, elle part d'une année sur l'autre, on n'a plus la même, etc. etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces principes fondamentaux, bien, on commence à avoir un tout petit peu le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément à travailler beaucoup sur un arbre, quoi. Mais encore faut-il l'équilibrer. Je dois dire une chose également en tant qu'homme plutôt de terrain, c'est-à-dire qui divulgue la technique. Il arrive un moment où il faut que les gens se prennent en charge et essayent de comprendre que l'innovation, en fait en arboriculture fruitière, on sera toujours en innovation, quoi. Tout ce que nous avons trouvé depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, par exemple, comme disait Jean-Marie, les nouveaux hybrides que nous avons vont peut-être, à la nouvelle génération de techniciens, de conseillers, tout ça, vont peut-être même leur faire émerger de nouvelles propositions de conduite de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres qui, en deuxième feuille, arrivent à se caler avec des petites branches, avec qu'est-ce qu'on en fait? Quel porte-greffe faut-il y mettre, etc., etc., etc. Donc il ne faut surtout pas avoir peur du changement, surtout pas avoir peur de l'innovation. Et moi je pense que c'est au contraire, c'est le piment de notre métier, quoi. De notre cœur de métier. C'est le piment, c'est notre cœur de métier, hein. L'innovation et le changement. C'est sûr, on est sur des systèmes vivants et du coup ça bouge tout le temps, ça se transforme tout le temps, c'est pas Puis fixe le en fait quoi. changement C'est pas de la pierre. C'est comme ça, hein. C'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Ouais. C'est un bordel climatique, c'est pas Parce que tellement. votre situation est encore... bon, vous n'êtes pas forcément oppressé par ce genre de choses. Tu vois, là, ce qu'on vient de vivre depuis mi-août, là, on a un refroidissement énorme là, par rapport à la saison, avec beaucoup oui. d'humidité. Tu vois, et pourtant, on a un réchauffement climatique, mais ça se traduit pas forcément par quelque chose de linéaire vers le réchauffement. On a un chaos climatique. Tu auras de nouveau des ondulations. Et regarde là, le froid qu'on a là depuis. Moi, j'ai eu une gelée. Le 8 septembre, quoi, tu vois. Une petite gelée qui n'a pas fait de dégâts, Moi, j'en ai eu mais sur une le petite gelée blanche. pare-brise. Tu vois, à Bordeaux, j'ai eu... non. Sur le pare-brise, c'est souvent des Nous, à conditions la montagne, non. qui favorisent la prise. Mais j'ai eu du gel pas sur le croire. pare-brise Des fois, il y la a montagne, 15 t'as jours. des... J'ai eu du gel sur le. Je me disais, je suis allé cueillir les haricots, je disais, putain, ils sont un peu mous ces haricots, quoi. Il y a un copain qui est passé qui m'a dit. Moi, j'y suis allé vers 10h. Il m'a dit, t'as pas eu de la gelée ce matin? Parce que chez moi, c'était gelé sur les tôles des cochons. C'était gelé sur les tôles des cochons. Et après, j'ai vu sur le haut des haricots, il y avait ces haricots à rame, il y avait des feuilles cramées. Et on était, je sais pas moi, le 9 ou le 10 septembre, quelque chose comme ça, quoi. On était. Et donc, on voit que
ce changement climatique, c'est un chaos climatique, Ouais, tout à fait. où c'est très difficile d'anticiper ce qui va être fait demain. Donc la construction du paysage, elle est fondamentale. On ne peut plus être sur des espaces ouverts de monoculture, comme on a vécu maintenant. Ouais, On est obligé de construire un paysage avec une certaine harmonie, en fait. ouais. Et cette harmonie, elle passe par l'écoute de tout, du moindre détail. Comme tu dis, il y a une vision globale, il faut créer de l'harmonie, mais il y a aussi une vision de zoom. Ouais, Comment je fais pour le créer? ouais. Et c'est là ce qu'il y a d'intéressant dans cette vision que vous avez de l'arbre, en fait. C'est que ça peut être appliqué au paysage, mais qu'après, nous, quand on introduit l'arbre pour construire un paysage, dans lequel on va créer de la résilience, dans lequel on va créer de l'harmonie, ainsi de suite, face à ce chaos général, on se rend compte que ce sont des pistes réelles pour pouvoir avoir quelque chose pour sculpter un lieu. Parce que c'est du domaine de sculpter un lieu, là, quelque part. On fabrique un lieu, quoi. Moi, je suis en train de travailler, de commencer à travailler un peu avec les gens du cidre au Pays Basque. Là, c'est un autre monde aussi. Mais les gens, ils commencent à comprendre que l'innovation même peut s'intégrer à leur paysage, quoi, au Pays Basque, quoi. Il faut pas, c'est pas parce qu'on est basque qu'il faut refuser l'innovation, quoi. Et on a des connaissances maintenant, et ces connaissances-là, il faut les appliquer. Les jeunes générations, ils ne veulent pas vivre comme leur père ou leurs grands-parents, quoi. Donc, c'est ça qui est important, et donc, et ça nous booste quand même. De savoir que ce que l'on a pu, d'abord, comme dit Jean-Marie, je suis d'accord avec lui, à savoir ce qu'on a appris aussi, c'est parce qu'on a pu peut-être écouter les autres et ou on a vu ailleurs. C'est toujours pareil. Ce que l'on sait, c'est ce que l'on a aussi, pas simplement cherché, mais c'est ce que l'on a appris d'autres personnes. Et la restitution, c'est de donner à d'autres personnes d'avoir de nouvelles idées, quoi. C'est ça qui est important. C'est de cet échange que naît l'évolution. Oui, c'est sûr. C'est la relation entre nous tous, c'est ça qui crée la dynamique de la connaissance. Après chacun en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Non, le problème, quand même, c'est que les recherches, aujourd'hui, sont exsangues, pratiquement. elles ne sont pas du tout attentives à ce genre de choses. Les recherches agronomiques, il n'y en a quasiment pas, très peu. Il n'y a que du fondamental et au niveau moléculaire. Ils sont séparés, quoi. Moi, j'étais passé, tu as vu, bon, t'as Pierre Lemoine, et il m'a dit, bon, il nous a dit, moi je suis un fanat de la BD. Oui, mais moi aussi j'aime beaucoup la BD. Parce que ce sont des textes incompréhensibles. Mais pour vous donner une idée, j'ai donc un frère qui a été directeur de recherche et responsable fruits intrants pour la France pendant 2 ans. Bon, il était généticien, en particulier sur la résistance génétique à la tavelure, tu vois. Bon, moi, je pique pas grand-chose à ce niveau-là. Hein. Oui. Bon, il se trouve qu'on a sur le fruit par inflorescence un dénommé Shelton, un jeune qui a bossé, qui a fait ce qu'on appelle de l'histologie. L'histologie, c'est étudier un peu plutôt tu vois, c'est un grossissement des vaisseaux, etc., de savoir ce qui se passe dans une bourse qui fait qu'il y a une fleur qui marche et pas les autres. Et c'est un très bon travail. Et c'est un très bon chercheur. Bon, ils sont en train, génétiquement, ils sont en train de chercher effectivement comment est-ce qu'on pourrait arriver, si tu veux, à séquencer le génome pour que ce système d'un fruit, bon alors d'accord ou pas d'accord, peu importe, mais c'est intéressant de voir que... Est-ce que c'est faisable? Alors, bon, c'est un article que je vous ai passé, que j'ai passé à Jean Champé, bon. Ça c'est très gros comme étude. Mon frère me dit, alors qu'il était il y a encore 6 ans, bon, vraiment un connaisseur au niveau génétique et qui connaît bien la biologie de parasites comme la tavelure ou le milieu, si tu veux, bon, ils connaissent bien. Ils disent d'ailleurs qu'il n'y aura jamais de résistante tavelure, hein. Bon, c'est clair. Ils seront toujours tolérants. Il me dit, écoute, ton article, j'y comprends rien. Hein. Bon, et moi je connais Yves, hein. C'est un gars, c'est un scientifique, mais que les choses soient claires. Si tu me dis quelque chose, prouve-me-le, quoi. Bon, voilà. Et il me dit, je suis débordé. Alors, imagine-toi, ce mec-là, il était en fonction il y a 7 ans, sur un sujet pointu. Aujourd'hui, il lit un travail sur ce même sujet,
Il n'y Il ne comprend rien. pas. Tu vois un peu. Bon, si tu veux, il y a aussi, je l'avais passé à la passe des OGM, il y a des choses qui sont en train de se mettre en route, Oui, si tu oui, veux, oui. pour arriver à... Quand c'est sur une même espèce, Sans devoir c'est pas faire très grave. sans devoir faire des OGM. L'important, c'est de savoir. Ce qu'ils cherchent, c'est génétiquement comment tu le trouves dans telle variété, est-ce que je peux l'amener dans l'autre, quoi. Voilà, c'est un peu ça, ce qui n'est pas idiot, quoi. Et bon. Mais si tu veux, quand tu vois l'explication de leur truc, tu te dis, bon, alors si lui il comprend pas, évidemment, moi je comprends rien du tout, quoi. Il faut voir cette évolution. Encore moins. Alors on comprend que si déjà l'INRA de mon temps était pas trop attentive aux questions que se posent les agriculteurs, imagine avec l'évolution exponentielle des connaissances et la spécialisation. Oui, Comment- d'ailleurs, on est vraiment dans le lierre, quoi. On est vraiment dans le Bon, trou de... Comment ça se situe dans une plante entière, tu vois ce qu'ils font. Comment ça se situe pour la médecine dans un corps entier. C'est-à-dire qu'ils sont spécialistes de trucs sur 3 fois. Et puis on avance, plus c'est extérieur au fonctionnement global de l'être ou de la plante, quoi. Je pense qu'on est en train de vivre ça, parce que nous, enfin, moi je dis ça parce que, à l'inverse, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, quoi, mais en regardant le vivant, quoi, hein, tu vois. Alors il y a un décalage complet, quoi. Du coup, là, ça nous amène à cette idée qu'en fait, des groupes de paysans, enfin des groupes de gens qui travaillent la terre, en fait, ils seraient capables de se rassembler potentiellement pour eux-mêmes définir leur propre cahier des charges de recherche sur la création variétale et de fabriquer eux-mêmes les variétés qui correspondent à leurs besoins. Et que ça, c'est possible en termes de technique, de s'approprier ces connaissances et de les faire diffuser à l'intérieur d'un groupe pour qu'il y ait cette qualité de pouvoir construire l'arbre qui correspond aux besoins du lieu sans attendre qu'un organisme le fasse, quoi. Que ces scientifiques soient périodiquement en relation avec des gens qui leur donnent les moyens de vérifier concrètement, tu vois, le lien entre ce qu'ils font et le fonctionnement de la plante. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je suis un jardinier pour les scientifiques de ma station. À part deux ou trois, Germain qui est parti, mais bon, si tu veux, et puis Jacques Clavry qui sentait bien le cerisier. Ah oui, Lui aussi, c'était un jardinier. C'était pas... Tu comprends? Dès que tu n'es plus comme ça dans un sujet où tu vas prouver des choses, mais très coupées du reste, scientifique, dès que tu t'occupes d'une plante entière, je te donnerai mon papier, je l'ai marqué. Dès que tu es sur une plante entière, eh bien, tu es un jardinier, quoi. Autrement, pour poursuivre un tout petit peu ta conversation, c'est vrai, ta question plutôt, c'est vrai que la création variétale, c'est quelque chose qui pourrait... moi, je partage l'idée qu'une création variétale locale, quoi, hein, si tu veux, ou régionale, on va dire, c'est important. Mais même à l'échelle d'un groupe de producteurs qui se réunirait pour faire des variétés qui correspondraient à leurs attentes à la limite à la fois pédoclimatique mais aussi commerciale, oui, mais ça se prépare, c'est un groupe que ça se prépare, mais après ça demande quand même un peu de boulot, quoi, hein. Ça demande du travail, de l'organisation, du job, il faut s'y tenir, ça demande un petit budget quand même aussi, il faut quand même le dire, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'il y ait un terrain, quoi. Mais certes que l'avenir, quelque part, il est aussi un tout petit peu là, je pense. Oui. Mais nous, depuis 24 ans, on est bénévoles, hein. Oui. On n'a pas encore, de nos trucs, on n'a pas encore touché un copec. Oui, depuis 24 ans. Bon, de la vente des sions, quoi. De la vente de sions ou des variétés. Dès que tu rentres là-dedans, tu vois, tu avais ton pinceau là, ou ton bout de... Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, après tu vas semer tes pépins, bon, il faut un bout de serre, un truc comme ça. C'est pas la preuve, c'est qu'on s'est démerdé tout seul. Sans parler de la... Et après, pardon, je t'en prie. Juste, une fois que tu vas semer tes pépins, que tu commences à les voir pousser, tu vas voir,
tu vas être boosté sur le fait de dire qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de ça. ça, hein. c'est la Et surprise. tu vois, et c'est la surprise. Et puis après, non, moi je crois que si vous avez, il faut pas beaucoup d'argent, quoi. Non. Il faut que des gens qui puissent Des gens suivre. motivés, quoi. Deux ou trois, quoi. Petit groupe. Voilà, et puis si tu veux, c'est comme le jardin, je quoi. voulais Il dire. faut pas y passer tous les 15 jours, quoi. Moi, je sais pas, ce soir j'ai un semis de salade, je vais aller l'arroser, quoi. Parce qu'il reçoit pas la pluie, et puis c'est une salade qui est moderne, là, mais que j'ai fait des graines, et voilà, tu comment si j'attends demain soir, il se peut qu'elle crève. Oui, mais non, mais je rigole. non, mais il est sur une table Non, mais je rigole. Oui, bien sûr. avec un plastique, les limaces ne peuvent pas y aller. Là encore, on voit à quel point le monde agricole de demain, il y en a deux, quoi, qui s'installent. Il y a un monde ultra industriel avec des consultants et quasiment hors sol qui va se mettre en place, porté par des... C'est un monde pas de paysans. Non, qui est un monde vraiment de production et avec des investisseurs qui vont récupérer des terres ou des surfaces des bâtiments et ainsi de suite. Petit groupe, là, des groupes beaucoup très restreints, très locaux, etc. Il arrivera un moment quand même, il y aura un problème de suivi quand même quelque part. Si on veut de l'homogénéité, quoi. Si on veut que tout le monde réussisse quand même. Hein. Oui, parce mais que c'est pas évident que tout le monde ait le feeling de se prendre en charge. C'est ce que je veux dire, où c'est là la complexité. Et après, il y a cette espèce de monde agricole un peu alternatif, là, de personnes, à la fois des enfants d'agriculteurs ou des néo-ruraux qui déboulent, qui ont tout à apprendre sur la pratique culturelle et qui doivent être capables de s'organiser pour faire la recherche qu'a priori l'INRA ne fait pas pour eux. Si je comprends bien. Oui. Dire que en partie ne fait pas. Et du coup, comment ce monde de personnes qui veulent une agriculture alternative, différente, vont être capables de s'organiser pour mettre tout ça en place? Parce qu'au regard à l'extérieur, ça représente quand même un travail colossal, quoi. Si on regarde. Récupérer des terres, créer des marchés, pratiquer de nouvelles cultures, faire de la recherche, mettre en lien toute la recherche, fédérer tout ça sur des groupes à la fois locaux et régionaux, quoi, et ainsi de suite. C'est un appel vraiment comme tu dis, à de l'innovation, à de l'ingéniosité, à du progrès, à de l'organisation et surtout de la foi, quoi. De croire vraiment. Mais par contre, je pense que c'est une vraie nécessité politique aujourd'hui, quelque part. Par rapport à vous qui êtes une génération, on va dire, de cette génération d'avant, un peu sortante, en tous les cas à la retraite, pour le coup, quoi. Et du coup, vous avez apporté toute votre innovation. Pour des générations rentrantes comme des gens plus jeunes, en fait, le modèle qui a été industriel là, et qui a permis d'accroître énormément l'alimentation, de permettre de remplir les frigos et tout le reste, il est peut-être plus en adéquation avec le problème climatique. Peut-être, ouais. Et du coup, il y a une vraie invention d'une nouvelle manière de faire de la recherche, une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de mettre en lien qui est politiquement important à ce que les gens qui s'installent comprennent qu'en fait, ils ne pourront pas s'installer sur le modèle d'avant, en fait. Oui, c'est sûr. S'ils veulent durer dans le temps, quoi. Maintenant, il faut savoir qu'on mange tous les jours. Ah oui, C'est- ça, et c'est même 3 fois par jour. Et ça, c'est quand même il faut le savoir. Il Ça. en faut. Hein. C'est une constante qui oui, c'est fait sûr. qu'on aura toujours besoin de personnes qui feront des fruits et des légumes, quoi. C'est ce que j'ai toujours dit depuis le début, dans les épisodes sur lesquels on a tourné. Il arrive un moment, il faut quand même que, quel que soit le modèle, aussi restreint soit-il, sur une petite exploitation, il faut quand même que la personne qui ait ce projet puisse en vivre, quoi, à un certain moment. Hein. Bien sûr. Il ne s'agit pas de faire ça en dilettante. Parce que si on veut nourrir les voisins, si on veut nourrir sur un périmètre de X, il va bien falloir quand même produire, quoi. Oui, mais c'est d'où toute l'importance d'une approche du vivant avec beaucoup plus de sensibilité, une approche du vivant qui n'est pas dans la lutte, mais plutôt dans la co-créativité, comme vous avez fait, c'est-à-dire on ne cherche pas à dominer l'arbre, on ne cherche pas à lui donner une forme préécrite, on apprend à comprendre l'arbre, et c'est parce qu'on comprend l'arbre
qu'en fait qu'on se rend compte que la mise à fruit est plus facile, que c'est moins chronophage, qu'il est plus résistant aux maladies. Je veux dire, cette démarche elle est hyper intéressante parce qu'en fait on se rend compte qu'avec cette écoute, cette sensibilité qu'on développe à comprendre le vivant, en fait on répond à ce que tu viens de dire. On arrive à nourrir les gens. Parce qu'on va produire en quantité et de qualité. Oui. Moins de toxiques à l'intérieur de la chaîne de production, des fruits plus aboutis et plus matures. Et en plus, on va faire renaître dans l'activité de paysan ces yeux brillants de la personne muette que tu disais, qui tout d'un coup, en fait, sent qu'elle n'est pas con. Il était heureux. Elle n'est pas con, en fait. Elle sait faire, quoi. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai dit j'étais heureux. Ah oui. Bah oui. Parce que, ce que je veux dire aussi, dans l'absolu, par exemple, dans l'absurde, si par exemple dans les deux, dont on parlait là, dans les deux arboricultures qui semblent se dessiner, oui. Super industrielle et puis beaucoup plus restreinte, locale, etc., etc., dans l'absolu, si par exemple demain 80% étaient plutôt locales, oui. Hein, je dirais, il faudrait quand même de la quantité pour nourrir les gens, quoi. La quantité de... À produire. Ah ben oui, c'est sûr, mais de toute façon, il faut déjà se rapproprier les terres des industriels. C'est un nombre de producteurs que je parle, c'est un nombre de kilos, quoi, oui, de nourriture, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Oui, je comprends bien. D'où l'intérêt, il faut quand même que ce soit de l'agriculture, quand même, de la production. Je ne dis pas de la productivité. Oui, il va bien falloir quand même produire. C'est pour ça. Et des fruits non véreux et des fruits non... C'est pour ça que, comme il s'appelle, en tous les cas, moi j'ai été séduit dans l'idée de travailler avec vous. Par rapport à nos modèles, tu te souviens quand tu es venu la première fois sur ma ferme avec des gens qui sont sur les petits domaines, parce que je pense qu'on a besoin d'une certaine technicité pour pouvoir produire d'une manière harmonieuse et que c'est pas parce qu'on a des petits systèmes de production qu'en fait ce sont des systèmes simplement vivriers ou de petite productivité, ainsi de suite. Toi tu as compris qu'avec de nouvelles connaissances tu pouvais améliorer et innover, oui. Il faut que beaucoup de gens comprennent ça, quoi. Et que c'est indispensable. Et comment on le met en lien, comment on le fait fructifier, comment on développe de la connaissance, comment on la met en libre service pour tout le monde, comment elle est circulante et comment elle n'est pas arrogante et dénigrante de toutes les personnes qui sont sur le travail, en fait, et que chacun peut dire quelque chose, chacun a quelque chose à faire, mais que ça passe quand même par une rigueur du travail, quoi. Une conscience collective à cultiver, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident, quoi. Non, ça me et surtout actuellement, quoi. Hein. Bon, chacun vise dans son truc, c'est pas simple, quoi. On dit beaucoup de choses, je crois. Voilà, alors par rapport à la pomme à cidre, moi j'ai une explication. On a fait à un certain moment des croisements. Moi j'ai croisé pour la pomme à cidre, j'ai fait des croisements à Toulaine, à côté de l'Angole. Hein, bon. Parce que j'ai passé 3 ans donc à regarder ces variétés, etc. Ce que l'on peut dire, et j'en suis quasiment sûr, c'est le fait de faire de l'arboriculture avec de l'élevage est un problème particulier. C'est que les moutons, y compris les vaches, y compris évidemment les chevreuils ou autres, elles peuvent bouffer tes jeunes pommiers. Au départ, bon, ils vont avoir quelques difficultés. Et que il se trouve qu'en pomme à cidre, on avait une alternance terrible. Il n'y avait que Avrol, enfin quelques Cartigny, des variétés comme par hasard, comme ça. Okay, il y en a une qui n'alterne pas, mais les autres alternent. Parce que la vache, elle bouffait, tu vois, elle bouffe des pommiers. Globalement, tu vois, il faut voir le truc. Concrètement, quelles sont les variétés qui s'en sont sorties? Les sylvestres, d'accord? Dans les alternants. Hein? Bon. Et quand on a alors c'était bizarre parce que moi j'ai l'habitude, j'ai 127 variétés. Ah ouais, tu veux dire que les 2 tiers ou le tiers de l'arbre était bouffé par les bétails, alors donc type 4 retombants. Ah oui, ben ils étaient bouffés, quoi. Ils ont disparu. Ou alors il faut faire la canopée bien plus haut. Il n'y en a qu'un, Cartigny. Alors lui, comment il a l'extinction, je me rappelle. Enfin, c'est il y a longtemps, quoi, maintenant. Oui, parce qu'elles sont dérivées, ça fait 40 ans. Oui. Mais en fait, tu comprends ça, c'est que progressivement et globalement,
toutes les variétés qui n'avaient pas la capacité d'une réitération forte, qui faisaient de suite un tronc en 2 ans, on arrivait à avoir un truc comme ça, c'est la vache ou le mouton, il ne va pas le bouffer. Sauf si tu as un mouton, une race néo-zélandaise, que ces machins, Yves Filâtre. Ah oui, et tu allais se chercher, Yves Filâtre, c'est un bio pomme en dessous, on voit le Mont-Saint-Michel depuis son verger. Et il faut le rencontrer, ce mec-là. En plus, il est vachement bien. Bon, mais si tu veux, tu vois, et quand on a recroisé pour avoir qu'ils aient des résistances à velure, qui se fait contourner, mais enfin, disons que c'est déjà un progrès. On peut avoir une stratégie phytosanitaire qui, disons, est quand même améliorée par rapport aux sensibles. Eh bien, il se trouve qu'on a à nouveau retrouvé les types 4 retombants. J'avais trouvé ça extraordinaire. Le problème de la pomme, un fruit par un flot sur la pomme à cidre, aujourd'hui, génétiquement, tu l'as pas, quoi. Voilà, mais imaginons, quand tu disais de l'immigration... Oui. Ah, ben, il faudrait créer... Seulement, on en parle, ça a été découvert en 1987. Le quoi? Le fruit. Ah, oui, oui, oui. Oui. Oui, sur propre racine, on m'a demandé d'arracher le verger. Vous avez une photo avec la 3263 qui a 100 fruits en 3e année. On m'a demandé d'arracher le verger, alors qu'il fallait attendre au moins 3-4 ans. Bon, voilà. Ça veut dire que des caractères qui peuvent avoir une très grande importance pour l'avenir n'ont pas été pris en compte par à la fois la recherche, mais aussi la production. C'est-à-dire, tu comprends, tu dis un fruit par inflorescence il y a 40 ans maintenant, c'est 40 ans, tu comprends? Et bien tu continues à dire un fruit par inflorescence, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Moi, je suis heureux. On va vous en donner sur propre racine. Hein. Vous allez commencer à essayer 2-3 pieds. C'est important. Hein. Bon, mais si tu veux, personne, tu vois, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent pas, mais ils ne voient pas l'importance. Pour répondre à ta question, la semaine dernière, par exemple, j'étais en train de faire une dernière observation sur une parcelle d'hybride que nous avons arrachée. Eh bien, les dernières observations, j'ai repéré si tu as bien remarqué, à un moment donné, j'ai mis une parenthèse, j'ai mis cidre avec un point d'interrogation. Oui. Voilà un truc qui me paraît, parce qu'elle est acide. Mais alors, elle a un goût, elle est acide, avec la gueule qu'elle a, avec le truc, etc., puis la crotonie qu'elle a et tout, je me dis, mais ça, voilà un truc qu'on vient de... C'est les premiers fruits que j'avais vus. Mais ça veut dire... Et que je me dis, tiens, voilà une peut-être, un fruit par un flot, voilà une peut-être qui irait bien pour le cidre. Voilà. C'est pas dit que demain, il n'y aura pas une proposition pour le cidre. Ça veut dire que dans votre petite équipe que vous allez créer, Création Maritale, j'en suis persuadé, parce que ça va te chatouiller. Les gens croisés. Il faudra que au mois de septembre ou au mois d'octobre, dans votre équipe, vous invitiez un cidrier, un gars qui fait du cidre. Pour goûter certains hybrides que vous n'aurez pas voulu pour prendre un couteau, parce que c'est, vous savez, il faut savoir, quand on prend la pomme amère, hein? Amère, oui. Moi, il est mort maintenant. Il est mort, comment il s'appelait, le l'INRA, là, il était vachement bien, ce mec. Bon, peu importe, il s'occupait de la pomme à cidre. Un jour, on va dans sa collection. Il me dit, regarde, tu vois cette pomme, tu mets, alors il avait pelé un peu, il me dit, je te propose de ne pas en manger. J'ai mis ma lèvre sur cette pomme, ma lèvre. Ouais. C'est comme si j'avais reçu un ballon venant d'un penalty, tu vois. Je sentais pendant plus d'1 heure, comme si j'avais les lèvres comme ça, tu vois. Bon, alors, non, mais c'est pour dire, si tu veux, mais ça, il n'y a que le mec qui fait du cidre qui va te dire, parce que lui, il aura besoin que de 4 ou 5 pommiers. Quand vous démarrez votre truc, si vous démarrez votre truc, hein, ce que dit Michel est très important, parce que c'est le lieu impeccable, tout à fait exceptionnel,
pour arriver dans une espèce qui fait un autre produit, parce que le cidre c'est quand même une boisson intéressante, hein, c'est le seul lieu où ils vont pouvoir trouver du matériel qui va être peut-être à la base d'un produit de meilleure qualité, quoi. Tu vois, enfin, de continuer, quoi, ça. Surtout qu'ils n'ont que 5. En fait, ils ont une trentaine de variétés, mais il y en a une quinzaine, disons, donc la majorité alterne. Mais donc c'est pour ça que. Elles sont comme ça aussi. Voilà, et du 109, ça permettrait. Il y en a quand même qui sont en crotonne certaines, hein, mais moins. Elles sont plutôt érigées, quoi. Mais la seule chose, c'est que je pense qu'on va pouvoir proposer des variétés demain pour le cidre, quoi. Comment ? Eh bien oui, non mais on est d'accord. Par contre, attention, hein, il leur faut ce compromis, il leur faut l'acidité, il leur faut l'amertume, il leur faut le sucre, il leur faut... Le cidre, c'est toute une alchimie, quoi, hein, je veux dire, il faut être clair. Hein. Voilà. Voilà, mais ce qui est un peu gênant, c'est que personne ne saute dessus, quoi. Nous, on a un hybride rouge à un fruit par inflorescence qui aurait une tendance à ne pas être sensible au carbocaps. Ça, c'est pas rien. Hein. Bon, mais si tu veux, il est d'un rouge qui n'intéresse pas parce que commercialement, c'est rouge, ça n'a pas de vent. Bon, on n'en veut pas. Mais c'est con. Rouge-noir. Tu comprends? C'est vachement... Aujourd'hui, bon, on ne sait pas comment, effectivement, est-ce que c'est l'épaisseur de l'épiderme, c'est pas impossible, mais le fait de voir qu'un seul fruit, le corps pauvre, souvent se met entre deux pommes. Beaucoup de gens pèlent les pommes aujourd'hui. Tu vois bon, il y a un tas de choses comme ça qui vont. Bon, mais personne ne saute dessus, quoi. Bon, on va vous la passer. Mais on peut vous la passer comme géniteur, aussi. Oui. Ah ben... Oui. Un fruit par un flot. Hein. Ah oui, ça c'est pas rien, quoi. Parce qu'au niveau de la technique, c'est pour ça que la création variétale, c'est demain matin à 8 heures pour commencer, quoi. Je veux dire, si vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est la bouteille après. Ah oui, tu coupes les pétales. On fait qu'en parler. Mais tu coupes pas les étamines parce qu'il faut tellement de temps avant d'avoir un résultat qu'il faut commencer très tôt. Ah, par contre, en noyau, oui, on est obligé, parce que c'est autofécond, quoi, c'est hermaphrodite. Ben voilà. Bien. Je crois que... Ça vous va? Ça te va, le réalisateur? On t'appelle comment, réalisateur, toi? C'est quoi ton nom? T'es quoi alors? Vidéaste, cinéaste, metteur en scène? Non, comment? Non, c'est quoi le terme technique? C'est réalisateur, non, je pense? Celui qui prend le son et tout ça, quoi. Allez, bon, eh bien, écoutez... J'espère que... Non mais c'est super, en tous les cas, moi j'ai progressé. Et c'est joli les arbres là qu'on a élagués. Oui. Couverts de pommes quoi. Wow.